mbokk téléspectateurs yi dal leen ak jàmm seen émission sàmm suñu alam comme niñ koy defee weekend bu nekk fu mu toll nii ndax yéen a ngi seet ne changement am na au lieu de 15 jours daanaka weekend bu nekk ñu indi leen benn émission tey ñi ngi fii UCAD nekk précisément si booru fondation UCAD bi fas yéene nag waxtaanee li nga xamante ne moom mooy jaaxal nit yi ndax fu mu toll nii nawet ñëw na te nawet si ñëwee rek da ngay gis nit yëpp dañuy commencé jaaxle parce que premier taw yi commencé rek nit yi commencé nañ jaaxle déjà depuis le 16 mai Kédougou commencé na taw na si Nioro taw na dans le Sédhiou mi ngi Dakar nag mi ngi séntu temps yële si kaw jot nañu quelques wis te wis yooyu dafa commencé rek ñëpp commencé jaaxle mais nag taw tamit si àdduna la bokk ndax taw bi mooy tax ñi am lu ñuy dundee taw bi mooy changer suñu air mooy def si ñun lu bëri donc taw dafa bokk si ñun mais nag dafa am ni ñu ko war a gàttandoo ndax fu mu toll nii nit yi ngi naan changement climatique dafa tax taw yi dafa xaw a doy waar ndax li nga xamante ne dafa doon taw si ñetti weer léeg-léeg su ko neexee mu taw si benn fan mu nekk loo xamante ne day indi jàkkare si biir population bi moo tax tey nag ñu fas yéene ñëw fii waxtaan ak seeni kan mu expliquer ñu un peu lan moo waral taw yi di jékki-jékki di bëri lool ba jaaxal nit yi lan moo ko waral population bi nan nañu war a taxawoo loolu teg si tamit est-ce que waruñu changer parce que fu mu toll ni taw bi day tax assainissement bi day gën a garaaw est-ce que la politique de l'assainissement waruñu ko changer loolu yëpp nag dañu war a tënk tey ñu waxtaanee ko suñu gan mu jox ñu si ay réponses. Professeur bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. maa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah tey moom yaay suñu gan. Ah, merci beaucoup. ñu ñëwoon rek waxtaanee affaire taw yeex yooyu mi ngi commencé jaaxal nit yi. ñu ne nag nañu xool professeurs yi nga xamante ne ñoom seen xel xarañ na si loolu ñu waxtaan ak ñoom si loolu. dal leen ak jàmm. jërëjëf. mbokk téléspectateurs yi ñu ngi nii daje ak suñu professeur mais tey da ngeen ñuy may tuuti ñu def tuuti exception parce que suñuy wax inondation quand même c'est des choses tellement techniques ba nga xamante ne un professeur je pense que di ko si wax loo si olof 100% dafay xaw a metti donc du coup tey dañuy def exception def émission bi làkk ko en français moom su amee yoo xamante ne mën na ko wax olof tamit baax na mais tey moom ñi ngi jégg lu baax bëgg ko def parce que lépp pour yéen la parce que ni ngeen gën a comprendre rek ñun ñu gën a sini xel gën a dal parce que yéenay ñun professeur on va vous laisser d'abord vous présenter. Bonjour madame, c'est Dr Anastasie Mendy Beye. Je suis enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, hydrologue et je suis au département de géographie. Donc j'enseigne l'hydrologie à l'Université Cheikh Anta Diop. Toujours présentation, pour me présenter, je suis aussi membre de la direction des affaires pédagogiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ok. Professeur, on parle souvent de pluie exceptionnelle. Est-ce une tendance ou bien c'est observé ou bien c'est confirmé par vous les chercheurs? Les pluies exceptionnelles, je pense qu'il faut d'abord faire l'historique des séries pluviométriques au niveau du Sénégal et de manière plus large en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, il faut dire que depuis le démarrage des observations des pluies, on a constaté que dans les séries, il y a des ruptures. La première rupture est intervenue à la fin de la décennie 60, c'est-à-dire autour de 1968-1969, selon les domaines climatiques. Et cette période, va diviser la série en deux. Il y a une première période qui fut humide avant cette rupture, très humide, surtout avec la décennie 51-60 qui bat les records d'humidité. Puis à partir de 1969-70, on est rentré dans une phase de sécheresse. Cette sécheresse qui a été très très longue, qui a duré plus de 30 ans, au cours de laquelle on a vu qu'il y a des déficits pluviométriques et surtout la réduction de la durée de la saison des pluies. Et une deuxième rupture est intervenue à la fin de la décennie 90, selon toujours les domaines. Et pour, par exemple, les régions comme Dakar, c'est autour de 2004 où on a eu cette deuxième rupture, qui se traduit par un retour des pluies. C'est ce que nous constatons. Nous sommes dans cette phase-là, ce retour des pluies. Mais ce retour de pluie ne signifie pas qu'il y a une augmentation en termes de nombre de jours de pluie. C'est pas ça du tout. Les événements, c'est-à-dire le nombre de jours de pluie a baissé, mais chaque événement est très intense et vient compenser. Donc, on a l'impression que les pluies sont revenues, effectivement en termes de cumul, mais en termes de qualité,
Mais qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, pour ne pas trop entrer dans les détails, puisque c'est pas ma spécialité, ça, il faut se référer à ceux qui font la physique de l'atmosphère. Il semblerait que c'est lié au réchauffement du Sahara. Il semble. Donc, je ne suis pas spécialiste. Au réchauffement du Sahara qui crée une sorte de cisaillement. Donc, il y a un cisaillement qui se renforce. Et cela occasionne pour la zone Afrique de l'Ouest, je dis bien Afrique de l'Ouest, le Sahara occidental, les pluies très intenses. Mais est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les changements climatiques et ces pluies intenses? Oui, toujours je vais rester dans la prudence. Non, il ne faut pas que vous soyez aussi évasive. Non, je ne suis pas évasive. C'est-à-dire, le travail est assez bien divisé entre les spécialistes autour de l'eau. Nous avons des climatologues et parmi eux-mêmes, il y a les dynamiciens et vous avez ceux qui s'occupent que de la physique de l'atmosphère. Mais de plus en plus, on fait une forte corrélation entre les changements climatiques du fait du réchauffement du Sahara avec l'intensification des pluies. La corrélation, elle est quand même, la probabilité est assez forte. Mais les détails, les mécanismes en jeu, je ne saurais vous les expliquer. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que le Sénégal n'a pas amorcé des années d'inondation, d'humidité depuis des années? Oui, ce retour de pluie, surtout avec cette intensification, se traduit concrètement en termes de devenir de cette eau-là sur les inondations. Donc, puisque les pluies sont de plus en plus intenses, parce que je vous ai expliqué l'historique des séries et les résultats auxquels qu'on peut tirer de cette étude, c'est surtout le retour des pluies vers leur moyenne, vers leur niveau moyen. Et ce retour-là, je vous ai expliqué que ça se traduit par une intensification. Donc, il y a une corrélation entre le retour des pluies et l'intensification des pluies. Mais il y a également le problème de ruissellement des eaux. Parce que ce qu'on constate maintenant, c'est que presque dans tous les quartiers, ils ont mis des pavages. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème? C'est un problème parce que ce retour des pluies survient dans un écosystème déstabilisé, entièrement imperméabilisé. Cette imperméabilisation entraîne une augmentation du coefficient de ruissellement. C'est-à-dire toute pluie qui tombe, puisqu'elle ne peut pas s'infiltrer, l'eau ne fait que ruisseler. Et elle ruisselle pour aller s'accumuler au niveau des zones basses, ce qu'on appelle les bas-fonds ou les vallées. Et cette accumulation a pour conséquence ici, puisque c'est des zones qui ont été habitées pendant les années de sécheresse et qui continuent d'être occupées, c'est l'accumulation des eaux dans des eaux de pluie, des eaux pluviales dans des zones habitées, donc il y aura forcément des inondations. Donc ce retour des pluies va entraîner une forte occurrence des inondations. Et cette occurrence des inondations n'est pas liée à l'aspect exceptionnel de la pluie, parce que si vous regardez chaque année, vous avez des inondations. Donc, ce n'est pas un caractère exceptionnel. C'est une récurrence annuelle. Et même au cours de l'année, vous pouvez avoir chaque événement créer des inondations. Mais je dois juste préciser que ces inondations surviennent pour l'essentiel. Quand vous regardez les séries aussi et vous faites la corrélation avec ces événements catastrophiques, ça survient la plupart du temps au cœur de l'hivernage. Les mois d'août, de septembre. Pour l'essentiel de nos communes, parce que toutes les communes sont affectées par ces inondations. Et ceci signifie plusieurs hypothèses. Ce ne sont même pas des hypothèses, c'est des réalités. L'imperméabilisation des sols du fait de l'augmentation des surfaces bâties, le pavage. Nous avons ici aussi l'occupation de ces zones-là, mais sans assainissement. Il y a un problème d'évacuation de ces eaux usées, des eaux usées pluviales, mais des eaux usées domestiques, qui contribuent à la recharge de la nappe. Et comme ces événements surviennent au cœur de l'hivernage, parfois trouvent des nappes qui sont déjà saturées, donc ne peuvent plus rien absorber. Et donc tout ce qui arrive s'accumule.
Donc, c'est le problème des inondations au Sénégal, où la plupart du temps dans nos villes africaines, découle surtout de plusieurs facteurs. Il ne faut pas seulement incriminer comment on l'appelle, l'intensification des pluies. Donc, il faut interroger l'ensemble de ces facteurs, l'intensification bien sûr, mais aussi notre modèle de production de la ville, qui n'anticipe pas sur ces catastrophes. Donc, on s'installe, puis ensuite viennent les infrastructures. On est dans la planification de rattrapage. Oui, c'est ça. Ça, c'est un constat. Tout le monde l'a fait. Apparemment, les gens se disent, est-ce que les gens planifient avant de faire les aménagements et tout ça? Donc, du coup, comment la population doit faire face quand il y a des pluies? Comment ils doivent gérer cette situation? Quelles sont les disponibilités qu'ils doivent prendre? Alors, au niveau individuel ou à l'échelle des communautés, il y a plusieurs actions qui sont initiées. D'abord, même pendant la construction de la maison, on essaie de surélever, de mettre des sacs de sable, j'en passe. Ou parfois, c'est d'évacuer le trop-plein d'eau qui est dans la maison. Mais vous conviendrez avec moi que les populations sont diminuées et ne peuvent pas lutter efficacement et durablement contre cette catastrophe. Et donc, du coup, toujours au niveau des populations, peut-être le conseil qu'on peut leur donner, c'est d'éviter de jeter des ordures ménagères au niveau des canaux. Mais c'est ce qu'ils font en fait, c'est ce qu'ils font pour barrer l'eau. C'est ce qu'ils trouvent comme moyen. Parfois, c'est même, ça va au-delà. Par exemple, toute l'année, vous voyez que ces canaux à ciel ouvert, les égouts, etc., les regards sont envahis par des déchets. Donc, si vous obstruez les voies de circulation de l'eau, cela entraîne des inondations. Donc, au niveau des populations, le conseil, c'est d'éviter de jeter des ordures. Et surtout, nous allons vers la Tabaski. Vous verrez qu'il y a des pratiques qui seront là et qui ne militent pas en faveur de la lutte contre des inondations. Donc, au niveau individuel, c'est ce qu'on peut demander aux populations. Mais elles sont souvent démunies. Elles n'ont pas beaucoup de possibilités. Donc, c'est à l'État de prendre en charge ces questions d'inondation. Mais maintenant, est-ce que ces questions d'inondation-là, est-ce qu'il y a des moyens pour les réduire? Tout à fait. Je vais vous citer un exemple. Il y a la commune de Dalifort, qui était une commune très endémique aux inondations. Beaucoup de projets cette commune a bénéficié de beaucoup de projets dans la lutte et la prévention contre les inondations. Avec le PROGEP, le programme de gestion des eaux pluviales et adaptation au changement climatique. Et puis, vous avez le programme Promoville, qui ont quand même, de manière complémentaire, ont fait des assainissements, l'assainissement, l'aménagement de bassins de rétention. Et ces actions ont permis, j'ose le croire, de sauver plus ou moins cette commune. Des cités comme la cité Soleil, que certains connaissent parmi vous, ont été sauvées des eaux grâce à ces programmes de restructuration. Donc, on peut faire des choses. Mais moi, je pense qu'en ce moment, pour avoir des actions efficaces, il faut une approche bassin versant. Ce n'est pas n'importe quelle approche qu'on doit appliquer. Sachez qu'en milieu urbain, vous avez plusieurs entités. Même si l'on n'est pas une compétence transférée aux collectivités territoriales, vous avez quand même un bassin versant qui peut déborder sur plusieurs communes. Donc, si vous voulez traiter le problème dans une commune, pour un bassin versant urbain qui englobe plusieurs communes, le problème, vous ne pouvez pas le résoudre comme ça. Donc, il faut une approche bassin versant. Il faut aussi la compréhension, je l'ai dit tantôt, de cette intensification des pluies. Donc, mettre en place ce qu'on appelle ici les stations d'observation de la pluie. La pluie pas à l'échelle journalière, ce qu'on appelle le pluviomètre. Il ne faut pas seulement installer les pluviomètres, mais il faut installer les pluviographes qui permettent d'avoir ce regard très fin, surtout la structure de la pluie. Donc, avoir une bonne structure de la pluie pour comprendre son déroulement dans le temps et dans l'espace. Il faut un réseau de pluviomètres, donc des stations. Je donne juste un exemple à ce niveau. Vous savez qu'aujourd'hui, la région de Dakar ne compte qu'un seul pluviographe fonctionnel. C'est Dakar Yoff, ce qui est insuffisant pour couvrir l'ensemble de la région. Donc, toute étude que vous menez dans la région de Dakar, la station de référence, c'est Dakar Yoff. C'est insuffisant.
Donc, il faudrait aller vers l'équipement des bassins. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est l'assainissement. Moi, je suis persuadée que laisser la population gérer l'assainissement selon son gré et son bon vouloir ne va pas résoudre le problème. Parce que l'assainissement individuel, souvent les populations privilégient les puisards qui contribuent à la recharge de la nappe. Donc vous avez une nappe qui est presque à saturation avant même que la saison des pluies n'arrive. Donc il faut mettre fin à ce genre de pratique. Ensuite, l'autre chose, c'est de respecter les lois, parce qu'il y a des normes en termes d'urbanisation. Avant que les populations s'installent, je pense dans une ville normale, il faut des commodités urbaines. Ces commodités urbaines, c'est l'assainissement. Il faut installer l'assainissement, sinon on risque de reproduire les mêmes erreurs partout. Et c'est ce qui arrive avec la commune de Keur Massar. Donc on doit interroger notre manière de faire. Cela signifie qu'on a reproduit les mêmes erreurs. On a reproduit les mêmes erreurs. Et chaque année, c'est un budget colossal que nous dédions aux inondations. Mais professeur, vous avez parlé de plan Jaxaay, mais il y en a d'autres. La Marigot de Mbao, par exemple, dans certaines parties, les gens sont en train de remballer pour construire des maisons et tout. Donc moi, je me demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Sénégalais? Est-ce qu'ils ont les informations? Est-ce que les gens qui doivent gérer ces domaines-là, est-ce qu'ils en parlent? Parce qu'il n'y a pas longtemps de cela, l'ONAS a organisé un genre d'assemblée. Il a réuni les promoteurs et tout pour qu'ils parlent. Ce que vous avez dit, ça, c'était les solutions qu'ils avaient, qu'avant de construire quoi que ce soit, fallait installer, de faire de bons systèmes d'assainissement et tout. Mais jusqu'à présent, on voit que le problème persiste. Et d'autant que l'assainissement, l'accès à l'assainissement adéquat, c'est un objectif de développement durable. Voilà. Parce qu'on ne peut pas traiter la question de l'eau et la dissocier de l'assainissement. Et vous voyez, accès à l'eau potable et à l'assainissement adéquat constitue l'objectif 6 du développement durable, pour vous dire l'importance de ce phénomène. Déjà en termes de risque inondation, mais en termes de disponibilité de l'eau de qualité dans une ville. Appliquer les lois pour l'occupation des zones. Les zones non aedificantes, les zones humides, compte tenu de notre niveau de développement, on ne devrait pas les occuper. Ou sinon, on met toutes les commodités requises avant d'autoriser son occupation, ce qui n'est jamais le cas. C'est très rare. Donc, il faut l'anticipation et je suis formelle là-dessus. On va pas terminer avant de revenir sur ces inondations-là. Parce que le constat, il est là, il est mondial. Parce que des pays comme l'Allemagne, la Belgique et tout ça, c'est des pays très développés qui ont eu à subir ce genre d'inondations-là. Alors, si eux, ils ont ces problèmes, est-ce que c'est vraiment possible que nous, en Afrique, particulièrement au Sénégal, qu'on puisse éviter les inondations? Vous savez, les inondations, je pense que tous les pays ou la plupart des pays dans le monde sont affectés, ou au moins une fois, par les inondations. Ça dépend du type d'inondation, parce qu'il y a plusieurs catégories d'inondations. Vous faites référence à l'événement, je pense, de juillet 2021. En Allemagne, en Belgique. 2019, c'était le sud de la France, Montpellier. Mais c'est pas comparable à nos régions. Parce que là, ce sont des pluies diluviennes d'ampleur historique qui ont entraîné le débordement des cours d'eau. Et au niveau de ces cours d'eau-là, il y a ce qu'on appelle le lit, les différents types de lits, dont le lit majeur qui est inondé de manière historique par ces pluies historiques. Donc, ce sont des inondations qui ne surviennent pas régulièrement. Par définition, une inondation, c'est comment le dirais-je, c'est l'envahissement d'une zone habitée de manière vraiment occasionnelle par des eaux. Donc, c'est de manière occasionnelle. Et donc, le cas de l'Allemagne, c'est un événement exceptionnel, c'est vrai. Or, nos inondations ici, c'est presque chaque année. Donc, c'est pas la même chose. C'est presque chaque année. Avant, c'était Dakar, mais maintenant, c'est toutes les régions. Toutes les régions. Donc, ici, il faut pas comparer. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable.
D'abord, en termes de l'ampleur, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a eu plus de 160 morts, énormément de dégâts. Mais vous voyez, moi, depuis que je suis ces événements, l'Allemagne, je pense, pour cette ampleur-là, n'a été touchée peut-être qu'une seule fois. Vous prenez des villes comme Paris, connaissent leur inondation historique, mais tout a été fait pour limiter ces inondations historiques. Historique sur 100 ans, vous prenez une ville comme Paris, ça c'est survenu en 2016, je pense. En 2016, parce que tout a été fait pour limiter. Ici, chaque année, vous avez ces événements. On a aménagé des bassins de rétention. Ces bassins n'ont pas été valorisés en termes paysage. Donc, il y a des opportunités qui sont là, mais qui ne sont pas valorisées. Toujours avec ces bassins versants, je vous ai dit, c'est des bassins d'évaporation dans une région qui manque d'eau potable, où on va chercher de l'eau très loin. Donc, on laisse cette eau s'évaporer ou sinon s'écouler vers la mer. Quel gâchis! Alors qu'il y a des possibilités de mise en valeur, des possibilités de récupération, de traitement, etc. Donc, la gestion des inondations, c'est global. C'est pas seulement un aspect. Donc, j'étais sur ces questions des résultats des inondations, de gestion des inondations. Donc, mon point de vue est que aujourd'hui, il faut surtout aller vers la sensibilisation, l'éducation environnementale. Dire à ces populations qui ont occupé des sites non aedificandi, sans aménagement préalable, qu'aujourd'hui, compte tenu du retour des pluies et surtout leur intensification, donc régulièrement, vous allez être inondés. Il faut leur tenir ce discours de vérité. Régulièrement, ils auront des inondations. Comment y faire face? C'est ça la réponse. Donc moi, je dis qu'il faut apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec ne signifie pas qu'on doit laisser les populations se débrouiller à leur propre sort. C'est pas ça. Je pense qu'avec ces milliards, chaque année, on cible une zone, quitte à la raser. On met en place des maisons sous-pilotées. Et des exemples existent à Dakar. Je ne sais pas si vous connaissez Fas. Vous avez vu au départ, parce que c'est une plaine d'inondation. Nous sommes dans une plaine d'inondation. Toute cette zone, point E, Fas, etc., c'est là où déborde. Vous voyez que les canaux à ciel ouvert, au profil, c'est des voies de drainage des eaux. Donc, on a mis en place à proximité ce qu'on appelle des maisons presque sous-pilotées. Donc, il faut aller vers ce modèle de ville. Dans les zones où les populations ont habité, mais qui chaque année se battent de manière impuissante contre ces inondations. Donc, il faut qu'on éduque les populations, leur dire que régulièrement, vous allez être inondés. Régulièrement. Peut-être dans l'année, plusieurs fois. Et qu'il faut changer le type de construction. La construction. Si vous avez les moyens, c'est de ne pas occuper le rez-de-chaussée et surélever vos maisons. Comme la plupart du temps, ces ménages, pas forcément, qui occupent ces zones humides sont des ménages à revenus faibles. Je dis pas forcément. Non. Il faut les accompagner. Ça, c'est mon point de vue. Donc, il faut aller vers des actions vraiment durables. Parce que la gestion des inondations, il faut se projeter sur le long terme. C'est pas seulement des solutions hâtives, des solutions d'urgence. Ça permet de soulager, mais ça ne résout pas le problème. Donc, il faut aller dans la durabilité. Si on veut des modèles de ville durables, donc il faut investir dans la durabilité. Professeur, je vous remercie. Merci à vous. J'espère que vos conseils seront suivis parce que vraiment, on a besoin de vivre dans des villes paisibles, des villes où les gens vont arrêter l'édification en l'air libre. On ne le dit pas assez souvent, mais à Dakar, il y a tout le temps des gens qui font la défécation à l'air libre parce qu'ils n'ont pas un bon assainissement. Ils n'ont pas des toilettes à leur disposition. Peut-être juste revenir sur le pavage, la politique de pavage. Et je lance un message à tous les porteurs de projets de pavage. C'est une catastrophe. Nous devons rendre nos villes perméables, recréer la nature dans la ville et éviter ces pavages. Sinon, il faut faire le pavage de manière intelligente. Mais là où on remplace, c'est-à-dire on laisse, c'est-à-dire le pavage, on suit juste peut-être une petite largeur, là où les gens peuvent marcher sans se salir. Et puis le reste de l'espace, on met les arbres, si c'est possible,
Voilà. Si vous allez à l'université Cheikh Anta Diop, il y a vous allez vers le rectorat, je pense autour de la faculté de droit, vous avez un type de pavage comme ça, où on laisse la nature à côté des pavages. Donc ça permet non seulement aux étudiants, à nous autres piétons, etc., de marcher tranquillement, mais en même temps, vous avez la nature qui est là. Donc il faut recréer la nature en ville. C'est fondamental. Ne pas tout remplacer par les pavés. Et ça, c'est un modèle. Et j'ai suivi une fois un de vos confrères qui a soutenu que le pavage, c'est bien. Il s'est complètement trompé. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que le pavage, c'est au fait entretenir les inondations. C'est entretenir les inondations. Or, toujours avec ces inondations-là, non seulement le pavage permet d'entretenir les inondations, mais il faut aussi, parmi les solutions, il faut redimensionner les réseaux. Ça mérite. Parce que si vous constatez partout, même dans la ville assainie, le réseau n'est plus adapté. Il est maintenant sous-dimensionné. Ce qui fait que quand il pleut, vous prenez une zone comme Gibraltar, la Médina, Point E, mais l'eau met du temps. Quelques heures avant d'être évacuée par le réseau. Donc il faut revoir tous ces réseaux-là, les rendre aux normes pour qu'on lutte efficacement contre les inondations, aussi temporaires soient-elles. Pour les pavages, ça, on va y revenir. On va aller sur le terrain et en faire une autre émission. Ça, il faut vraiment que les gens comprennent. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, c'est une passionnée. On s'était quitté tout à l'heure, elle est revenue pour parler des passages et tout, mais cette fois-ci, c'est la bonne. On se quitte et on se donne rendez-vous samedi prochain. À bientôt.